Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Les 4e journées scientifiques sur le VIH-Sida se tiennent depuis hier à Lomé. Médecins, chercheurs, paramédicaux et membres de la société civile réfléchissent autour du thème « Bâtir les interventions à partir des évidences scientifiques ». La préfecture de la Cosa va connaître une forte ambiance des Evala ou lutte initiatique dès demain samedi. Occasion de vous faire redécouvrir cette préfecture aux multiples atouts touristiques. C'est dans le magazine Rendez-vous Culture. Et puis sport, football, la finale de la Coupe du Togo se dispute ce samedi au stade de Kégué. Asco de Kara sera face à son voisin de Kara, ASK. Une rencontre aux allures de revanche pour Asco de Kara qui a été battu en finale de la Coupe de l'Indépendance par ASK. radiolomé.tg. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les travaux des 4e journées scientifiques sur le VIH-Sida se poursuivent ce vendredi à Lomé. Cette rencontre permet aux acteurs de la santé de mieux se préparer pour une prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le déroulement de ces assises avec Abiré Lemon. Oui, Bénédicte, bâtir les interventions à partir des évidences scientifiques, c'est autour de ce thème que médecins, chercheurs, paramédicaux et membres de la société civile vont échanger. Cette réunion de 2 jours est une aubaine pour les acteurs locaux de la santé de valoriser leur savoir-faire. Professeur Vincent Piché, président du comité d'organisation. Le journée nationale permet de regrouper la plupart des acteurs qui sont dans l'intérieur, notamment qui sont au milieu communautaire, qui sont associatifs, qui n'ont pas le moyen de sortir. Quelqu'un qui a Cara, qui a Dapaon, quelqu'un qui a Couvé, qui est communautaire, qui est confessionnel, qui fait du bon travail. C'est l'occasion pour lui de venir présenter ses travaux, son expérience, et venir aussi écouter. Parce que dans le milieu scientifique, on partage l'expérience des gens plus expérimentés. On fait connaître les recherches et les gens qui sont moins expérimentés profitent des gens expérimentés. En partageant les données objectives avec tous les acteurs du terrain, qu'on s'accorde sur les meilleures stratégies des interventions et qu'on bâtisse ensemble les meilleures interventions pour impacter les populations. Notre but, c'est d'abord s'occuper de nos populations pour que nos jeunes ne soient pas infectés, que les personnes PVH qui sont connues PVH ne meurent pas de sida en fait. Après 40 ans de lutte contre le VIH-Sida, le Togo peut être fier des résultats obtenus en matière de prévention et de traitement de cette maladie. Angèle Maboudou, conseiller en formation stratégique à l'ONU-Sida. Le Togo a fait d'énormes progrès en matière de lutte contre le sida en termes de réduction des nouvelles infections. Depuis 2010 à 2020, sont réduites de plus de 60%, de même que les décès liés au VIH-Sida. Les indicateurs de couverture aussi sont nettement améliorés, notamment les personnes qui connaissent leur statut sérologique. On est à 88%. La cible, c'est d'arriver à 95% en 2025. Les personnes qui sont sous traitement, on est à 84 et les personnes qui ont une charge virale supprimée, on est à 68. Donc c'est vraiment énorme comme progrès par rapport aux 2, 3, 4, 5 dernières années. Au chiffre moyen de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le Togo est toujours dans le peloton de tête. Outre les communications présentées sur les efforts du Togo en matière de lutte contre le VIH-Sida, la première journée a permis de récompenser certains acteurs pour leur engagement dans cette lutte. Merci Abiré Lemon. Et pour la sensibilisation dans le domaine sanitaire, les volontaires s'illustrent également bien. L'Agence nationale de volontariat au Togo célèbre depuis 2016 les meilleurs volontaires dans plusieurs domaines. Une tradition qui est respectée cette année avec le lancement de la 9e édition. Elle verra 11 prix attribués aux lauréats, dont un prix d'1 million de francs CFA pour le meilleur. Omar Agbangba, directeur général de l'ANVT, souligne l'importance de cette compétition. Beaucoup de volontaires, chaque fois que nous lançons ce concours, se manifestent et participent activement. Et ça devient important que c'est un rendez-vous annuel entre l'Agence nationale du volontariat et les volontaires en mission pour montrer le travail extraordinaire qu'ils abattent. D'abord, pour eux, en tant que volontaires, de mettre en lumière ce qu'ils font,
De deux, également montrer à la face du monde l'importance du volontariat en tant qu'initiative d'engagement et de participation et de solidarité à l'endroit des populations. Le directeur de l'Agence nationale du volontariat au Togo revient sur les innovations de cette 9e édition. Dr Agbangba. La catégorie volontaire sur projet UE ne sera pas primée cette année parce que nous n'avons aucun volontaire sur les projets UE. Les projets UE, c'est des projets qui durent. Et la plupart des projets sur lesquels on avait l'habitude d'envoyer des volontaires sont terminés. Donc on attend de nouveaux projets pour affecter. Donc il n'y aura pas de candidats sur ces projets. Tous les volontaires en mission, surtout les volontaires nationaux de compétences, parce que nous avons plusieurs types de volontariat. Ça, c'est spécifique aux volontaires nationaux de compétences qui pourront postuler, quel que soit leur sexe, quel que soit leur statut, tous sont éligibles. L'apothéose de ce concours est prévue pour décembre prochain. Et justement, Kelly Mpoyodi nous fait le portrait d'une volontaire dénommée Agbemado Emefa Marcel. Elle est diététicienne en fin de parcours. La trentaine révolue, teint clair, mademoiselle Agbemado Emefa Marcel, licence en lettres modernes en poche, était en chômage. Elle s'est dirigée vers l'Agence nationale de volontariat au Togo avec l'objectif d'acquérir d'autres expériences. Ma motivation, c'est de trouver un emploi, de faire une formation dans d'autres domaines pour acquérir des expériences pour ajouter à mon diplôme. Donc, en bref, c'est ce qui m'a motivée à venir m'inscrire au volontariat. Chanceuse, elle a été sélectionnée. Sous une autre casquette dont elle n'avait jamais rêvé, elle devient diététicienne. Elle a été affectée comme conseillère diététique dans une structure à Lomé. Une nouvelle aventure commence. Je travaille dans un centre diabétique où nous recevons les patients. On les apprend à manger. Qu'est-ce qu'il faut manger? On appelle ça l'éducation diététique au fait. Donc quand le docteur consulte ses patients, ils viennent au centre. Et là, on est chargé de les aider dans ce qu'ils vont manger, comment faire pour vivre sain. Maintenant, lorsque les patients viennent, il y a d'autres qui sont stressés, qui n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'arrivent pas à prendre les médicaments. Donc on est là, on joue. Moi personnellement, je joue le rôle de secrétaire et d'aide encore. Ce hasard très risqué fait de Agbemado Emefa une personne épanouie et surtout une littéraire qui est devenue conseillère en alimentation, un profit non négligeable selon ses propres termes. Je n'ai pas fait la médecine, je n'ai pas fait une formation en infirmerie, mais alors là, je sais comment il faut prendre la glycémie. J'ai fait aussi des sorties, nous avons fait des sensibilisations. Et en novembre passé, on a fait une grande sensibilisation au stade de Kégué. Tout récemment, on a fait un dépistage à Womé, où les habitants même ne savaient même pas ce que c'est que le diabète. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Je sais comment montrer à mes proches qu'est-ce qu'il faut manger, les sensibiliser, de ne pas trop manger les aliments sucrés. À la question de savoir ce qu'elle voudrait faire après cette étape de volontariat, elle sourit avant de décliner ses ambitions. Non, pas le fait. Ce n'est pas ça. Après le volontariat, moi-même, je veux entreprendre. Parce que si toi-même tu entreprends, tu sais comment gérer ton business. Moi-même, je préfère entreprendre, faire mon propre business. Le volontariat est un engagement au service de la population, mais c'est avant tout une opportunité de développement personnel. La suite de ce journal, célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption observée chaque 11 juillet. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia a marqué l'événement par une conférence débat hier à Lomé. Le point avec Hervé Segbono. La rencontre a réuni les membres de Raplusia, les représentants des organes et corps de contrôle ainsi que les acteurs de la société civile. Ils ont réfléchi autour du thème « Mécanisme de protection efficace des lanceurs d'alerte, un outil essentiel dans la lutte contre la corruption ». Abaki Melavalou, président de Raplusia. La célébration de la 8e édition de la journée africaine de lutte contre la corruption a pour objectif principal de mettre en évidence l'importance de la dénonciation
des actes de corruption et la nécessité de protéger les personnes qui dénoncent ou signalent les actes de corruption. Inciter les populations à dénoncer les actes de corruption pour que celles-ci n'affectent tous les pans de la société. Sensibiliser et amener la population à ne pas tolérer les actes de corruption et à contribuer à la prévention et à la promotion des valeurs d'intégrité, d'honnêteté et de probité. Pour le ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République, Pakoum Adjourouvi, le gouvernement place les questions de lutte contre la corruption au centre de ses préoccupations. La célébration de cette 8e édition nous offre l'occasion de mesurer nos efforts de lutte contre ce fléau en termes de progrès réalisés, de défis et de perspectives. Qu'il me soit donc permis de me réjouir des efforts déployés par le gouvernement depuis plus d'une décennie, notamment dans la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et surtout la création par la loi numéro 215-006 du 28 juillet 2015 de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées avec pour double mission de renforcer la prévention et de lutter contre la corruption au Togo. Les organisations de la société civile jouent aussi un rôle dans cette lutte pour permettre à l'institution d'être crédible. Des protocoles d'accord de coopération ont été signés. Urobosi Takondo, acteur de la société civile. Depuis longtemps, nous avons commencé par parler des effets de la corruption sur le développement, le vivre ensemble. Mais aujourd'hui, avec la signature de ce protocole, avec l'APUCIA, nous pensons que nous allons d'abord contribuer efficacement parce qu'il y aura renforcement des capacités d'organisation de la société civile et nous allons agir d'une manière plus professionnelle, d'encourager les bonnes pratiques, mais de dénoncer les pratiques qui portent en torse au développement du pays. Autre sujet, d'ici à 2050, près de 10 milliards d'habitants vont habiter sur cette terre. Selon la répartition, près de 5 milliards d'habitants en Asie, 1 milliard en Afrique et le reste pour l'Europe, l'Amérique et l'Océanie. L'évolution de la démographie est-elle inquiétante? C'est la question soumise au micro-trottoir. Voici les réponses des uns et des autres. Si nous voyons les statistiques selon les Nations Unies, nous atteindrons 8,5 milliards en 2030 et nous passerons 9,7 milliards en 2050. L'évolution de cette population, ça cause vraiment de problèmes. La question est de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de cette population, pouvant dire qu'il y a un progrès de la médecine qui a permis que la mortalité est faible. On constate que la population augmente de jour en jour, ce qui est dû à l'augmentation de la grossesse précoce, les viols. La population est tellement croissante. Moi, je trouve que cette conséquence rabat souvent sur le dynamisme de la population. Mais le fait qu'on est assez nombreux, c'est un nombre de 1000 voire 2000 personnes qui font le dépôt. Est-ce que j'aurai la chance qu'on me prenne ou pas? Et donc, cela inquiète vraiment la population. Nous constatons que nos bonnes dames, pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants, ne font que détruire la biodiversité en coupant les arbres pour aller vendre et faire le bois de chaud avant de pouvoir manger. Comme effet secondaire de cette déforestation, nous constatons un réchauffement climatique accentué et ce qui agit gravement sur la population. Vous suivrez d'ailleurs en fin de ce journal l'invité de la rédaction, Dr Ekoué Gada, historien et enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Il va analyser cette évolution galopante de la population mondiale. Le journal Bénédicte Kanda. Également dans l'actualité au Niger, une évasion spectaculaire s'est produite hier. La prison de haute sécurité de Koutoukale, tout près de Niamey, a été le théâtre d'une mutinerie de ces détenus. Un grand nombre de prisonniers a réussi à s'échapper avec des armes. Les forces de sécurité nigériennes se sont lancées à leur poursuite. Et le sommet des 75 ans d'existence de l'OTAN a pris fin hier à Washington avec pour bilan des engagements supplémentaires en faveur de l'Ukraine, le déploiement de nouvelles armes américaines en Allemagne ou encore une lettre d'intention pour produire davantage de frappes de longue portée.
Retour en page nationale dans le cadre du processus de modernisation de la justice. Le Togo a enclenché plusieurs réformes visant à renforcer la justice et la paix et promouvoir la stabilité dans notre pays. Retour sur quelques réformes et actions du gouvernement dans le domaine avec Sibi Lawson. L'architecture judiciaire togolaise a fait l'objet d'une profonde révolution afin de mieux s'adapter aux défis de l'heure. Le Programme national de modernisation de la justice, PNMJ, soubassement des réformes, vise justement à améliorer le système judiciaire, le rendre autonome, transparent et facile d'accès. Parmi les acquis de ce plan global, la modernisation des infrastructures et la création de nouvelles juridictions. Le nouveau code de l'organisation judiciaire, adopté récemment, introduit des changements majeurs pour renforcer l'efficacité et l'accessibilité de la justice. Il réorganise les juridictions et clarifie leurs compétences, facilitant ainsi la gestion des affaires judiciaires. Il prévoit la création de tribunaux spécialisés, notamment pour les affaires commerciales, sociales et de famille. Pour permettre aux populations des zones rurales d'avoir accès facile à la justice et pour désengorger les tribunaux, de nouvelles juridictions ont été créées, parmi lesquelles des tribunaux de première instance et des cours d'appel. Des bâtiments judiciaires modernes sont rénovés et construits. Des sessions de formation sont régulièrement organisées à l'intention des magistrats. Le recrutement de nombreux magistrats et greffiers, la construction et la rénovation des centres pénitentiaires, la mise en place de mécanismes d'aide juridictionnelle pour les personnes démunies, la promotion des modes alternatifs de résolution des conflits, la digitalisation des procédures judiciaires, la mise en place de systèmes de gestion électronique des dossiers, la formation des personnels à l'utilisation des nouveaux outils et surtout la lutte contre la corruption avec la création de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à PLUSIA sont entre autres réformes mises sur pied par le gouvernement dans le secteur de la justice. Ces réformes s'accompagnent bien sûr de ressources financières. La paix au Togo tient à cœur au chef de l'État, Faure Gnassingbé. La commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR a été créée pour traiter les violations des droits de l'homme commises lors des crises sociopolitiques passées, favoriser la réconciliation nationale et proposer des réparations aux victimes. Plusieurs forums et dialogues nationaux ont été organisés pour permettre aux différentes forces politiques et sociales de discuter des questions cruciales pour la paix et la stabilité du pays. Des initiatives de dialogue et de réconciliation ont aussi favorisé la cohésion sociale. Toutes ces réformes entreprises sous le leadership du chef de l'État ont porté leurs fruits. La stabilité et la cohésion sociale sont plus renforcées dans le pays et la gouvernance et la transparence se sont améliorées. Il n'est donc pas étonnant de voir le Togo, qui a fait le choix d'un développement centré sur l'humain, prendre la tête pour la 5e année consécutive dans l'espace UEMOA, dans le rapport de l'indice de développement humain 2023-2024. Sibyl Lawson, on parle culture, rendez-vous culture de tous les vendredis. Elle grouille déjà de monde. La préfecture de la Kosa vibre dès demain samedi au rythme des sons des luttes traditionnelles et Vala en pays kabye. Cette préfecture regorge d'atouts naturels et touristiques. Allons donc à sa découverte à travers cette carte postale réalisée par Geneviève Pognon. Située à 400 km de Lomé sur la route nationale numéro 1 dans la partie septentrionale, la préfecture de la Kosa ayant pour chef-lieu Kara tire son nom de la rivière Kara qui traverse la zone du levant au couchant du soleil. La préfecture de la Kosa compte près de 100 000 habitants selon le dernier recensement et 15 cantons à savoir Pia, Tichao, Yade, Bou, Tchare, Koumeya, Landa, Soumdina, Lassa, Lama, Jamde, à Changbade, à Wanjelo, Bezinde, Sarakawa. Cette préfecture, qui se trouve dans une grande zone naturelle du pays, présente une morphologie très particulière avec un relief alternant de vastes plaines, des vallées et plateaux dominés par de vieux massifs accidentés, lui procurant un contour sinueux. La population est majoritaire rurale en plus des activités commerciales. 44,3% de la population a moins de 15 ans. Elle possède un patrimoine culturel riche qui influence les croyances et réalités sociales. La mobilisation de la population lors des différents événements traditionnels ou culturels témoigne l'attachement des populations aux traditions et au monde de vie ancestraux.
À l'image de ce patrimoine culturel diversifié, la préfecture de la Kosa est constituée de plusieurs groupes ethniques. Il s'agit notamment des Kabyles majoritaires. La Kosa est l'une des plus riches du Togo, un site touristique naturel qui attire des centaines de milliers de visiteurs à l'occasion de divers événements culturels et traditionnels comme les Evala, Akbema, Kamu, Kiena, Sangaying. On y trouve le parc animalier de Sarakawa, la réserve des éléphants de Djamde avec un potentiel faunique riche et varié, autant de sites qui rendent cette préfecture particulièrement attrayante. Sport à football, la 17e édition du championnat d'Europe de football Euro va connaître son épilogue ce dimanche en Allemagne. L'Espagne sera face à l'Angleterre. Au plan national, le public sportif va assister à la finale de la Coupe du Togo. Asko de Kara dispute le titre de vainqueur avec ASK de Kara. Solim Lemon. Ils étaient 27 clubs de la D1 Lunato et de la D2 nationale au départ de la Coupe du Togo. Ils ne sont plus que 2 à se disputer le trophée de la Coupe du Togo. Asko de Kara et ASK de Kara ont composté leur ticket pour la finale de ce samedi au stade de Kégué. Créée en 1955, la Coupe du Togo reste la plus vieille compétition du Togo. Asko de Kara, 4 fois vainqueur de cette coupe, voudra être sacré pour une 5e fois, tandis que ASK de Kara voudra élargir son palmarès avec un tout premier titre de vainqueur de la Coupe du Togo. Les deux clubs, outre cet objectif, voudront effectuer un doublé. Championnat et Coupe du Togo pour Asko et Coupe de l'Indépendance et Coupe du Togo pour ASK de Kara. L'entrée au stade de Kégué ce samedi est libre et gratuite. Le dernier club à avoir remporté la Coupe du Togo est Gomido de Kpalimé lors de la saison 2017-2018. Le club de Kpalimé a battu Koroki Metete de Tiamba 3-0. Coupe continentale, Asko de Kara et ASK de Kara connaissent depuis hier leurs adversaires du premier tour préliminaire. À l'issue du tirage au sort effectué ce jeudi en Égypte, ASK de Kara sera face à l'Asfan du Niger en Coupe des Confédérations. De son côté, en Ligue des Champions, Asko de Kara, vainqueur du championnat, aura pour adversaire Deportivo Mongomo de la Guinée équatoriale. Tout comme la Coupe de la Confédération, la Ligue africaine des champions va disputer les phases allées entre les 16 et 18 août, puis le retour entre le 23 et le 25 août 2024. Et puis, la finale de l'Euro, c'est pour ce dimanche à 19h. L'Espagne, 3 fois vainqueur de cette compétition, s'oppose à l'Angleterre qui n'a jamais remporté le trophée de l'Euro. Le successeur de l'Italie, sacré en 2020, sera connu au terme des 90 minutes qui se disputeront à l'Olympia Stadium Berlin de 74 649 places. Ce stade olympique a été construit en 1936. L'Espagne et l'Angleterre se sont affrontés plusieurs fois, que ce soit en amical ou en compétition internationale. Les Anglais ont plus de victoires, 13 contre 10 pour l'Espagne. Les deux nations ont fait match nul 4 fois. Invité de la rédaction, nous vous l'annoncions plus haut dans le journal. La journée mondiale de la population est observée chaque 11 juillet. Estimée aujourd'hui à plus de 8 milliards, la population mondiale va atteindre 10 milliards en 2050. L'analyse sur cette évolution, le rapport entre les biens de consommation et l'évolution démographique sont notamment au cœur d'un entretien. Docteur, historien et enseignant-chercheur Ekwe Gada est au micro de Raphaël Atigan et Rebecca Kogomna. Monsieur Ekwe Gada, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur historien, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. L'évolution de la population mondiale pose-t-elle un problème identique à tous les continents, dont l'Afrique? Vous savez, nous devons dire d'entrée que le monde aujourd'hui est inégalement peuplé. Il y a des continents qui sont densément peuplés, il y a d'autres continents qui ont un taux de population assez faible. Et la répartition n'est pas non plus stable dans le temps. Dans les années 1920-1930 aux États-Unis, il y avait la crainte de l'envahissement de l'immigration européenne. Après, il y a eu les guerres et il y a eu comme une chute de la progression démographique aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Ce n'est qu'après
la Première, la Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique et les pays de l'Asie vont connaître un boom démographique important. Des pays comme la Chine et le Japon ont par moment de leur histoire appliqué des politiques de découragement de la natalité. Donc on ne peut pas dire que la progression de la population mondiale pose un problème de la même intensité partout. Le monde est diversement peuplé et dans chaque État, dans chaque zone géographique, les problèmes sont différents. Par exemple, l'Afrique subsaharienne, à travers les profils d'études démographiques et géographiques, que c'est un espace qui est sous-peuplé. Au même moment que nous sommes sous-peuplés, il y a une concentration de population dans les grandes zones urbaines. Avez-vous des exemples à partir des pays africains? Vous prenez le cas du Congo-Brazzaville, il y a deux grandes villes, il y a Brazzaville et à Pointe-Noire. S'ils sont 4 millions, vous avez 2 millions à Pointe-Noire, 1,8 million à Brazzaville, et vous trouvez avec tout ce pays qui est 5 fois plus grand que le Togo, vous vous retrouvez avec beaucoup d'espaces qui sont presque vides. Et le même constat se pose aussi dans notre pays, le Togo, et dans d'autres États qui sont proches de nous. Depuis le malthusianisme jusqu'au problème de la démographie des années 90 et 2000, le monde se trouve au bord de l'explosion et qu'il faut pratiquement agir à travers des techniques de stérilisation ou encore à travers des méthodes de contraception, de planning familial pour empêcher les populations de se multiplier. Y a-t-il des craintes ou menaces liées surtout à l'alimentation pour les 10 milliards d'habitants sur la Terre d'ici 2050? Il y a déjà des inquiétudes qui naissent de cette donnée, du fait que les 70% de la population mondiale dépendent du point de vue de la nourriture du sol, de la terre. Et il faudrait ajouter à cela les données de dépendance de l'industrie vis-à-vis du sol. Et n'oublions pas que les pays industrialisés, qui sont de plus en plus nombreux, ont atteint un certain niveau de vie sociale. Et je ne crois pas que les populations de ces pays seraient disposées à vivre en deçà de ce niveau. Et donc, la ponction qui se fait sur la terre pour alimenter les industries, pour alimenter ce niveau de vie, va continuer en puissance. Et les zones les plus pauvres, tendant vers une industrialisation propre, il y aura une demande plus importante qui sera adressée à la terre-mère. Est-ce que la terre pourra supporter tout ce poids, les 10 milliards d'ici 2050? Merci, docteur. Je vous remercie. Et pour terminer, l'information insolite du jour nous vient de la Chine, où une passagère qui prenait l'avion pour la première fois a commis une erreur qui pourrait lui coûter cher. La semaine dernière, peu avant le décollage, elle a confondu la porte de secours avec les toilettes, causant le déploiement du toboggan d'évacuation d'urgence. Après l'incident, tous les voyageurs ont été débarqués de l'appareil et le vol annulé. Pour ces faits, la passagère incriminée risque gros en dommages et intérêts. Elle risque en effet de payer jusqu'à $28 000, soit près de 17 millions de francs CFA. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Il a été question dans ce journal des 4e journées scientifiques sur le VIH-Sida qui se tiennent à Lomé. Et puis la préfecture de la COSA va vibrer au rythme des EVALA aux luttes initiatiques dès demain. Geneviève Pognon nous a présenté la carte postale de cette préfecture. Excellent après-midi sur nos antennes.